Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire concernant la nouvelle réglementation de la facturation électronique 2024-2026, très précis. Ça nous a semblé important de faire ce webinaire parce qu'on a de plus en plus de questions autour de ces sujets, même si ça peut de prime abord sembler un peu annexe par rapport au voyage d'affaires. Et on s'est rendu compte en fait en préparant avec les autres interlocuteurs qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Alors, je suis accompagnée du coup de Aude-Jean, Head of Sales International. Bonjour. De Dominique Bougnot, qui est directeur de Ventia. Bonjour. De Judith Sorin, qui est directrice équipe grand compte français et marché public pour CWT. Bonjour à tous. Et je serai donc Amélie Berweck, donc partenaire chez Axis Odyssée, l'animatrice pour ce webinaire, pour faire en sorte qu'on puisse être le plus intéressant possible et répondre à toutes vos questions. En parlant de questions, vous avez la possibilité via Webikeo de mettre des questions sur le chat. Donc, n'hésitez pas, vous en avez sûrement plein, c'est sûrement la raison pour laquelle vous vous êtes inscrit. Donc, si vous avez la sensation qu'il y a certains éléments qui ne sont pas répondus, n'hésitez pas à mettre quelque chose sur le chat. Soit on y répondra en séance, soit à la fin, soit si le temps devait manquer ou qu'il n'y avait pas la possibilité de répondre, on reviendra vers vous après, derrière, avec les réponses. Alors, je pense que la première étape qui intéresse tout le monde, c'est déjà de quoi on parle. Ça nous a semblé important de réexpliquer exactement les bases. Alors évidemment pas pendant 1 heure, mais au moins les bases de cette réforme, pourquoi, qui ça concerne, quand. Et donc c'est Dominique qui va pouvoir tout nous expliquer sur cette partie-là, en démarrant déjà sur pourquoi il y a cette réforme. Dominique ? Oui. Alors, c'est bon, Dominique Bougnot, donc ça fait déjà un certain nombre d'années, je crois que ça fait bientôt 15 ans qu'on aide CWT à envoyer des factures électroniques à ses clients. Donc c'est quelque chose, on ne va pas parler de quelque chose de complètement nouveau, c'est quelque chose qui est en place et qui existe depuis un sacré bout de temps. Si je devais résumer en une phrase et m'arrêter là, mais l'objectif de la présentation, c'est d'aller un peu plus dans le détail, mais si je devais résumer en une phrase, la nouvelle réglementation va rendre obligatoire l'échange de factures électroniques entre les assujettis à la TVA. Et voilà, c'est tout simplement cet objectif. Il y aura obligation en 2026 que toute entreprise n'échange que des factures électroniques entre elles. Dans le cas de CWT, c'est principalement des factures liées à des prestations dans le domaine du voyage. Donc, vous envoyez à vos clients des factures liées à des achats de billets d'avion, de billets de train, d'hôtels, de voitures, etc. J'en oublie certainement des motifs de facturation. Et le périmètre de la réforme, on parle bien de factures. Donc la pièce comptable qui justifie le déplacement professionnel. Il faut bien comprendre que tout ce qui est relevé n'est pas une facture et n'est pas dans le périmètre de la réforme. De la même manière, cette réforme ne concerne pas non plus la partie paiement. Toutes les manières de payer, de régler des factures, des cartes logées, des paiements par chèque, des paiements par virement, des paiements en ligne, etc., ne sont pas dans le périmètre de la réforme, même si des informations relatives au traitement des factures doivent être reportées. Quand je rentrerai dans le détail de la réforme, j'en parlerai, mais le paiement est en dehors du périmètre de la réforme. Pour ceux qui souhaitent avoir des références juridiques, cette réforme, le dernier décret est du 7 octobre 2022, c'est le décret 2022-1299, et c'est dans celui-ci que vous trouvez tous les détails du côté gouvernement relatifs à la réforme. Mais l'objectif de cette présentation, c'est de ne pas vous parcourir le décret en détail. Alors, je ne suis pas là pour faire de la publicité pour la DGFiP, mais le but de cette réforme, c'est grâce à la fourniture de données détaillées sur les factures. Vous allez non seulement devoir échanger des factures avec vos partenaires, mais aussi vous allez devoir déclarer des informations détaillées à l'administration fiscale. Des informations liées à l'entête pied de page, des informations dans une deuxième étape liées aux lignes de facture, donc aux prestations facturées. Donc, il est évident que ces données permettront aux autorités de renforcer la prévention et la lutte contre la fraude fiscale.
C'est un but affiché et évident de cette Il est bien connu pour ceux qui l'utilisent déjà que la dématérialisation, l'échange de factures électroniques permet aux entreprises de faire des économies. Recevoir une facture avec des données accompagnées, l'intégrer de manière automatique dans son système d'information, éventuellement faire des contrôles, ça permet de réduire les coûts et de faire des économies par rapport à la réception d'une facture papier qu'il faut ouvrir, comptabiliser, éventuellement saisir en détail dans sa compta. Donc ça permet de faire des économies et par là même de renforcer la compétitivité des entreprises. C'est déjà le cas et le fait de rendre obligatoire va permettre à tout le monde de bénéficier de ces économies. Le fait de fournir de l'info en temps réel va permettre certainement à nos autorités de mieux piloter l'activité économique du pays et je m'arrêterai là pour ce point. Et puis derrière, le but est aussi de rendre plus facile les déclarations de TVA aux entreprises. Le fait d'avoir à déclarer, j'en parlerai sur le slide suivant, dans le cadre de l'e-reporting des informations liées à la TVA de manière détaillée, va permettre de pré-remplir les déclarations TVA et puis d'en arriver à un degré d'automatisation plus important que c'est fait actuellement. On peut passer au slide suivant. Alors, comme je le disais auparavant, la facture électronique, ça existe depuis longtemps. Vous êtes certainement déjà concerné. Carlson est concerné puisqu'ils utilisent la solution Ventia pour envoyer des factures électroniques à de nombreux clients avec des volumes très importants depuis qu'on a déployé la solution. Et puis, dans les participants au webinaire, certains d'entre vous sont certainement concernés, reçoivent déjà des factures électroniques de Carlson. Donc, il y a des textes réglementaires qui sont en vigueur depuis un bout de temps et qui ne sont pas modifiés par la loi. En particulier, les manières de pouvoir s'échanger des factures électroniques. On parle d'EDI, de signature électronique ou de constitution d'une piste d'audit fiable. Tous les textes de loi liés à ces aspects ne sont pas modifiés par la réforme. La réforme, c'est des choses en plus. Donc, deux points importants qu'on peut regrouper d'un côté sur l'e-invoicing et de l'autre sur l'e-reporting. L'e-invoicing, c'est ce que je disais en introduction, c'est l'obligation de facturation électronique assujettie établie en France. Avec en plus, et ça c'est nouveau, la transmission de données de facture à l'administration fiscale. Et ça permettra d'atteindre les objectifs de la réforme que je présentais dans le slide précédent. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais ça devient une obligation. Et en plus, vous devez transmettre des données issues de la facturation à l'administration fiscale. Le deuxième pilier, c'est ce qui s'appelle, dans un jargon très français, l'e-reporting. C'est la transmission, comme c'est écrit sur le slide, de données complémentaires à l'administration fiscale. Des informations complémentaires liées aux transactions internationales B2B. Donc, quand vous émettez des factures à destination de clients étrangers, vous devrez transmettre des informations complémentaires. Et de la même manière, quand vous recevez des factures de clients étrangers, vous devrez en extraire un certain nombre d'informations et les transmettre à l'administration fiscale. Bien sûr, la réglementation dont je parle ne s'applique pas aux autres pays. Rien n'empêche un de vos fournisseurs dans un pays étranger de vous envoyer des factures par mail, des factures papier, etc., etc. Et puis, vous ne pouvez pas exiger, si vous envoyez des factures à vos clients étrangers, qu'ils acceptent un des formats standards utilisés en France. Mais le fait est que vous devrez extraire donc de votre compta des données de facturation ou des factures que vous avez reçues, introduites dans votre système d'information, les données relatives aux ventes B2B internationales et les transmettre à l'administration fiscale. Et également, le but de tout ça, c'est d'arriver à ce que je disais tout à l'heure, l'automatisation et le pré-remplissage des déclarations de TVA. Donc, de la même manière, toutes les ventes à destination de consommateurs, donc ce qu'on appelle le B2C, des données devront être extraites et transmises à l'administration fiscale. Alors, ça veut dire, Dominique, que
typiquement, quand on voit les types de fournisseurs qu'un client peut avoir dans le domaine du business travel, il va se retrouver face à une multitude de cas de figure, entre ceux qui sont à l'étranger, ceux qui ont déjà commencé des démarches ou pas. Il va y avoir une certaine complexité autour de tout ce qui est business travel. Oui, tout à fait. C'est ce que je résume un peu dans un des slides qui vient vers la fin de ma présentation, puisqu'il va y avoir une période entre 2024 et 2026 où il va falloir gérer, en France en tout cas, et puis après ça continuera pour l'étranger, des cas particuliers. Mais on peut peut-être passer, avant de rentrer sur cet aspect-là, au suivant. Alors ça peut on va faire light, hein, ne vous déconnectez pas parce qu'il y a un schéma. On va faire ça. C'est compliqué, mais c'est ce que je disais auparavant, hein. L'objectif de la réforme, c'est aussi de ne pas casser tout ce qui existe déjà et tout ce qui est déjà en place. Ça fait de nombreuses années que, certainement, en tant que participant au webinaire, vous recevez des factures électroniques de CWT. Ça ne va pas s'arrêter et ça ne va pas changer du jour au lendemain quand la réforme va rentrer en vigueur. Donc, un des objectifs, c'est de ne pas changer ce qui est déjà en place. Alors, c'est le cas, il y a des secteurs, hein, comme l'industrie automobile, hein, ça fait depuis les années 90 hein, qu'on a défini des formats Edifact, qu'on les utilise pour gérer les catalogues produits, les commandes, les livraisons et les factures. Et l'objectif de la réforme, c'est de ne pas forcer tous les constructeurs automobiles, leurs fournisseurs, et puis toutes les autres entreprises en France, hein, dont CWT, à arrêter tout ce qui fonctionne et tout ce qui marche bien et de passer à quelque chose de complètement nouveau. Et ça, c'est schématisé sur le schéma que vous voyez par la partie haute du schéma. Vous voyez deux atomes qui sont bleus et qui correspondent à ce qu'on appelle des PDP. Donc, des PDP, c'est tout simplement ce qu'on fait déjà. Hein. C'est que, si je prends l'exemple de CWT PDP, en position de fournisseur, facture. Est-ce que tu peux rappeler PDP, du coup, pour les novices? Ce que ça veut dire? Plateforme de dématérialisation partenaire. D'accord. Je vais un peu expliquer un peu quelles sont les particularités des PDP. Hein. Donc, CWT, en tant que fournisseur, envoie des données de facturation à l'atome bleu qui aujourd'hui est Vintia. Et Vintia envoie à l'atome bleu d'un acheteur qui éventuellement utilise une autre solution et utilise des formats qui sont pas les formats standards publiés par l'administration publique, mais des formats qui ont été mis en œuvre depuis un certain nombre d'années. Donc, toute cette partie-là ne changera pas. Les deux atomes continueront à s'envoyer des factures électroniques de la même manière qu'elles les envoient aujourd'hui. Les PDP, donc les atomes bleus, comme je le disais tout à l'heure, les entreprises doivent transmettre des données à l'administration fiscale. Donc, ça sera le rôle nouveau de l'atome bleu PDP, en l'occurrence Vintia pour le compte de CWT, d'extraire et de transmettre à l'administration fiscale les données attendues relatives à la facturation. Donc, c'est la flèche. Pas de changement pour les fournisseurs qui sont déjà équipés en fait de plateformes. Finalement, il y a très peu d'impact pour eux opérationnel. Il y a très peu d'impact. L'impact supplémentaire, c'est qu'il faut extraire des données des factures et les envoyer au portail public de facturation français. Et puis, idem, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de la réforme, mais il faut aussi s'échanger des informations relatives au traitement de la facture. Un des intérêts de la réforme, c'est de permettre aux fournisseurs de savoir où en est le traitement de la facture par son acheteur. Donc, il y a des notions de statut qui ont été définies, dont un statut, si on parlait tout auparavant, et le paiement. Pour gagner du temps. Voilà. Donc, le rôle de la PDP sera d'aller chercher ces données et de les transmettre au fournisseur pour le tenir informé sur le traitement des factures par l'acheteur. Très bien. Donc, toute cette partie-là ne change pas fondamentalement. Simplement, il y a des contraintes supplémentaires. Il faut extraire et transmettre ou aller chercher des données à l'administration fiscale en utilisant des formats normalisés et définis par les autorités. Par contre, le point aussi important, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut s'improviser ou devenir opérateur de dématérialisation de factures. Demain, quelqu'un qui veut être PDP devra répondre à un certain nombre de contraintes. La première étant l'immatriculation auprès des autorités.
pour être immatriculé, il faut avoir un établissement. Les plateformes ne seront pas… potentiellement, toutes les plateformes ne deviendront pas officiellement immatriculées auprès de l'administration. Non, c'est une obligation. Donc, si on veut agir en tant que PDP, donc échanger des factures en utilisant des formats déjà existants ou de nouveaux formats vers d'autres PDP, il faut obligatoirement être immatriculé. Et pour être immatriculé, il faut présenter des gages de respect du RGPD déjà, s'engager à ce que les données qui sont traitées ne sont pas utilisées à d'autres fins que le service rendu. Je ne rentre pas dans le détail du RGPD, vous le connaissez certainement. Et puis, des garanties de sécurité. Donc, les services rendus par le PDP doivent être certifiés, pour ceux qui connaissent la norme, ISO 27001. C'est une norme dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information. Et si une partie des services est offerte au travers du cloud, l'hébergeur, donc la société qui va gérer les équipements informatiques, doit être certifié Secnum Cloud. C'est une norme française qui définit les règles de sécurité à respecter pour quelqu'un qui offre des services accessibles au travers du cloud. Et puis, cette immatriculation, elle n'est pas donnée ad vitam aeternam. Il faut la renouveler tous les 3 ans et à chaque fois présenter un audit expliquant que ces niveaux de sécurité nécessaires à l'immatriculation sont toujours maintenus et conservés. Et alors, voilà les contraintes supplémentaires. Là, elles ne vous concernent pas, vous, CWT et vous, participants au webinar. C'est des contraintes qui concernent directement Vintia. Ça fait partie de ce qu'on doit faire pour devenir PDP. Tu évoquais tout à l'heure une notion de calendrier. Est-ce que du coup, on peut préciser un petit peu les différentes étapes qu'il va y avoir? Parce que nous, on a beaucoup d'interlocuteurs en fait, qui vont vers nous en disant qu'il y a une grosse urgence à être prêt pour 2024. Donc, beaucoup d'inquiétudes en fait, et de questionnements sont autour de cette date. Et puis finalement, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que toutes les échéances ne sont pas les mêmes et que tout le monde n'a pas une bonne vision des échéances en fonction des cas de figure. Tout à fait. Alors, bien sûr, ça va pas être, c'est pour ça qu'il y a un calendrier progressif, ça ne va pas être le Big Bang. Les obligations se déclinent dans le temps et les premiers concernés, ce sont les grandes entreprises, au sens de la doctrine fiscale. Une grande entreprise, c'est détaillé dans le slide. C'est plus de 5000 employés ou un CA annuel supérieur à 1,5 milliard d'euros et un bilan supérieur ou égal à 2 milliards d'euros. Peu d'entreprises concernées par 2024, en fait. C'est en gros le CAC 40. Le CAC 40, ok. Donc, eux seront si vous avez des fournisseurs comme EDF, comme des opérateurs de téléphonie, effectivement, ces entreprises-là, à compter du 1er juillet 2024, seront dans l'obligation de vous envoyer des factures électroniques. Mais dans le domaine du business travel, la probabilité est plus une échéance sur, au pire, 2025, sinon 2026. Finalement. 2026. Alors, il ne faut pas avoir peur. Vous allez recevoir en juillet 2025 des factures électroniques des grandes entreprises. Heureusement, il y a des formats de données qui ont été mis en œuvre qui permettent, en particulier, un format qui s'appelle Facturix. Ce format, c'est un PDF dans lequel sont contenues des données. On va rester sur le slide précédent. Juste pour illustrer les différents cas de figure qu'on va avoir, parce que du coup, à partir du moment où on parle de différentes dates, on va avoir plusieurs cas de figure différents. Mais ce que je voulais dire simplement, ce format Facturix, c'est un PDF qui contient des données. Donc, si vous êtes une TPE et en juillet 2024, où vous recevez une facture électronique au format Facturix, vous aurez un PDF, certainement dans votre boîte mail. Au pire, si vous n'êtes pas équipé d'outils, de systèmes d'information ou de services PDP de dématérialisation de factures, vous utiliserez le PDF et vous le saisirez dans votre compta. C'est dommage, vous ne bénéficierez pas des économies associées à l'automatisation des traitements, mais au moins vous pourrez continuer à comptabiliser les factures reçues.
Et puis, dans une deuxième étape, vous vous équipez d'une solution pour récupérer les données associées au PDF, les extraire, les intégrer donc dans votre compta et bénéficier bien sûr des économies liées à la baisse de coûts. Et donc, du coup, ça veut dire que dans le cas du business travel, l'entreprise, en fonction de sa taille, déjà elle-même, et en fonction de la taille de ses fournisseurs, elle va avoir plein de cas différents Tout à fait. À gérer en entrée et en sortie. Tout à fait. Alors, heureusement, ce n'est pas un Big Bang, mais malheureusement, du fait du calendrier progressif, plusieurs cas de figure vont s'appliquer pour une entreprise entre 2024 et 2026. Pour illustrer, je vais parler juste de la réception de factures. Jusqu'en 2026, pour la France, vous allez continuer à recevoir des factures papier. Les TPE qui vous adressent des factures ne seront concernées par l'obligation qu'à partir du 1er janvier 2026. Donc, elles vous enverront des factures papier ou éventuellement des factures en pièces jointes d'email. Donc, vous allez continuer à les recevoir comme elles les envoient et vous devrez effectivement les supporter des coûts pour les introduire, les comptabiliser et les introduire dans votre système d'information. Ça pourrait être, par exemple, juste pour illustrer des cas, ça pourrait être par exemple un restaurant qui vous envoie une facture pour une session de groupe, ça pourrait être un chauffeur de taxi local que vous utilisez sur un de vos sites, ça pourrait être ce genre un hôtel. Un hôtel, voilà. Ouais. Donc ça va perdurer jusqu'en 2026 en France. Et puis, ça risque de continuer pour des fournisseurs étrangers. Ils ne sont pas concernés par l'obligation d'envoi de factures électroniques. Donc, vous aurez certainement en 2026 à continuer à gérer des factures reçues par des canaux mail ou éventuellement papier. Il y a des entreprises qui disent je vous propose un portail fournisseur, il faut vous connecter au portail pour aller chercher les factures. Effectivement, cela continuera jusqu'en 2026. Et puis, il y a des entreprises qui auront mis en place, parce qu'elles sont concernées par l'obligation, celles qui sont dans le cadre du 1er juillet 2024 et celles qui sont dans le cadre du 1er janvier 2025, qui auront soit choisi un PDP, soit choisi d'utiliser la plateforme publique française. Dans ce cas-là, il faudra vous connecter à la plateforme publique française pour aller récupérer les factures ou vous connecter au PDP pour aller récupérer les factures. Alors, vous connectez, notre métier, Vintia, c'est de vous aider à faire ça, de le faire à votre place. Mais si dans l'absolu, vous voulez faire vous-même, il faudra vous mettre en mesure d'aller récupérer des factures sur la plateforme publique française ou auprès d'autres PDP. Très bien. Sachant que le portail public français va proposer aux TPE, là aussi c'est important, une TPE qui est équipée d'aucun outil, elle pourra saisir en ligne ses factures sur le PPF. Donc de toute façon, il y aura une grande source de factures essentiellement de TPE et de petites PME qui seront à récupérer auprès du PPF, portail public français. Et puis la problématique est la même à l'émission, ainsi. Oui, du coup, on n'a pas besoin de je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, il y aura la même problématique à gérer à l'émission de facture. Alors, ce qu'on se voit quand même dans la partie business travel, c'est qu'on a une grande variété de types de fournisseurs qui ne seront pas sur les mêmes timings, etc. Mais on est quand même dans une industrie où, sur les types de taille de clients, en tout cas que l'on peut côtoyer, on est quand même sur une industrie qui est quand même déjà très dématérialisée d'un point de vue flux, que ce soit suivant le côté fournisseur, mais même aussi intégralement côté client. Oui. Et je pense que ça, c'est ce qu'on avait vu ensemble, Judith. Du coup, c'est quelque chose qu'on voit dans les chiffres de Carlson, si tu veux bien nous en commenter quelques-uns. Du coup, on est allé regarder, Judith est allée regarder dans les chiffres de Carlson, si effectivement cette impression se concrétisait vraiment. Exactement. Écoute, merci déjà Dominique pour toute cette bonne introduction qui définit le cadre. Alors quelques chiffres, effectivement chez CWT, donc nous on a anticipé depuis des années pour deux raisons, parce que les clients souhaitaient faire des gains de productivité. Nous-mêmes, on voulait aussi réduire nos coûts en termes d'émissions de factures papier. Et troisièmement, on était quand même très en avant chez CWT au niveau du RSE. Et c'est vrai que notre direction nous disait, voilà, qu'est-ce que l'on peut faire pour réduire le papier. Donc, on a signé un accord avec Ventia, donc notre partenaire de confiance, ici présent depuis 2010. Donc, vous voyez, ça fait déjà effectivement, comme disait Dominique, plus que quelques années.
Et ce qui nous a permis aujourd'hui d'être à un taux qui est déjà excellent, de 82% donc de volume de facturation dématérialisé, dont après j'en dirai plus dans le détail. Voilà, donc 80% en PDF signé et 20% en EDI structuré. Donc j'expliquerai pour ceux qui ne savent pas, voilà ce que c'est. Et on a une majorité de clients qui aujourd'hui sont sur Ventia, bien évidemment, et d'autres clients aussi qui ont choisi en fait d'autres plateformes et pour lesquelles effectivement on fait le lien avec Ventia et ces plateformes pour que les clients puissent avoir accès à leurs factures dématérialisées. Donc on continue à travailler ardemment depuis quelques mois sur les 18% restants avec nos clients et avec Ventia et d'autres plateformes pour certains clients pour pouvoir passer à 100% d'ici l'année prochaine, même si, comme le disait Dominique, certaines sociétés ont encore un peu plus de temps. Alors du coup, tu expliquais qu'il y avait là une différence entre le PDF signé et l'EDI structuré. Si rapidement on peut voir sur un schéma, du coup, les deux cas de figure, est-ce que ça va donner le avant-après en fait la réforme? Alors on a pris le cas du coup Carlson Ventia pour que ça parle. Maintenant c'est quelque chose qui se décline sur d'autres écosystèmes exactement de la même façon. Exactement, sur d'autres agences aussi. Alors du coup, qu'est-ce que le PDF signé? Donc en fait, on essaie de faire un schéma clair pour vous, donc qui montre les flux et les formats. Donc c'est le format là quand même le plus simple et le plus rapide à mettre en place, où CWT envoie les données de facturation directes sur la plateforme Ventia, donc Clear Invoice, et où les clients peuvent du coup avoir accès à toutes leurs factures et pouvoir avoir à faire une restitution voilà, donc, à la DGI. Donc ça, c'est vraiment le premier système où il y a environnement sécurité, environnement client et Ventia au centre de tout ça. Après, il y a un autre, donc l'autre système, c'est tout ce qui est EDI structuré. Donc pour la partie EDI structurée, donc au niveau de la différence, c'est que c'est Ventia qui en fait va pousser chez le client des fichiers. Donc ce ne sera plus des factures, mais ça va être des fichiers qui seront intégrés directement dans le système d'information client. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est encore plus abouti et qui permet aux clients de pouvoir gagner encore plus de temps. Donc maintenant que je vous ai expliqué ces deux formats qui existent aujourd'hui chez tous nos clients, qu'est-ce qui existe aujourd'hui et qu'est-ce qui va changer demain par rapport à la réforme? Donc aujourd'hui, la relation contractuelle, elle est entre CWT et Ventia, donc la plateforme de dématérialisation. Ventia assure donc les services d'archivage pour le client. Et si le client a un autre partenaire de dématérialisation, c'est Ventia qui lui transfère les données de facturation de CWT. Demain, qu'est-ce qui change? C'est que la relation est toujours contractuelle entre Ventia et CWT, mais le client devra expressément choisir donc sa PDP ou son PPF en fonction, comme l'expliquait Dominique, de ce qu'il préfère. Et donc, du coup, comme je le disais, que ce soit avec un PDP, excusez-moi, donc particulier ou Ventia, tout le monde, effectivement, travaillera ensemble. Donc voilà le gros changement pour demain, qui est quand même qui est important, mais voilà qui n'est pas révolutionnaire comme on disait. Et puis si je prenais quelques exemples, quelques informations dont on aura besoin demain, c'est par exemple d'avoir l'information du sirène et puis que les clients définissent la structure de remise des informations. Donc ça veut dire concrètement que quand on travaille avec une agence qui a déjà structuré tous ces éléments-là de son côté, le changement principal d'un point de vue flux, choix, etc., il est côté client. Oui, tout à fait. Il est côté client, évidemment, en lien avec Ventia, nous et l'éventuelle plateforme que le client choisirait. Et comme là, il y a aussi effectivement Aude Valadaire Plus qui est là, nous, on travaille déjà depuis des années aussi avec Air+, et en fait, tout s'imbrique déjà. On a déjà notre flux qui est du coup automatisé entre nos factures, le moyen de paiement des cartes logées ou carte corporate. Donc, tout ça, ça fonctionne déjà bien. Donc, le client, aura ces quelques actions à faire. Et c'est la raison pour laquelle on a proposé à plusieurs clients avec Ventia de pouvoir être pilote. Donc, on a sélectionné plusieurs clients qui étaient volontaires pour pouvoir travailler dessus avec eux, avec l'administration. Donc, les dossiers ont été soumis à l'administration par Dominique et qui permet de pouvoir être pilote dès janvier l'année prochaine. Ils ont été soumis jeudi dernier et on a reçu vendredi une confirmation qu'ils étaient complets et recevables par l'administration fiscale. Voilà. D'où l'intérêt de faire des pilotes. Oui. C'est exactement ce que tu disais, et qu'on disait précédemment, on est dans une industrie où les flux de facturation sont déjà très dématérialisés. Donc, on le voit concrètement côté agence, on le voit aussi chez d'autres types de prestataires, mais ça joue aussi côté client.
avec des modes de fonctionnement variables d'un client à l'autre, des choix différents, mais l'intégralité de la chaîne côté client, que ce soit après vers un outil de contrôle de facture ou dans un ERP, ou en tout cas tout le reste de la chaîne est généralement aussi automatisé. Et c'est ça surtout qui génère des inquiétudes aujourd'hui, parce que quand on regarde la réglementation, quand on regarde les changements potentiels, le cas qu'on a le plus fréquent pour un client qui aurait optimisé ses flux et son process, finalement, c'est le cas du paiement avec la carte logée. D'où l'intérêt de faire ce webinaire aussi avec Air+, pour avoir un complément. Et du coup, le client se pose plus de questions sur comment ça va se passer de son côté de la chaîne, qu'est-ce qui va être impacté. Et c'est vrai que souvent, on le voit, nous, on va être sollicité par des clients qui ont lancé un projet au niveau finance, où il y a toute une équipe finance qui est en train de regarder de manière générale tout le sujet des matérialisations des factures. Et sur la partie business travel, ils sont un peu démunis parce que ils ont quelque chose qui est assez mature, qui est très dématérialisé, mais ils savent plus trop comment ça rentre dans les cases, et puis ça ressemble pas forcément aux autres catégories d'achats et de dépenses, en tout cas en termes de flux de comptabilisation, par exemple. Et donc, du coup, c'est là en fait où ça soulève pas mal de questions. Et souvent, ce qu'on leur, alors le raccourci qu'on a parfois, c'est on va mettre tout le monde dans le même process. Donc, ce qui est spécifique au business travel, pourquoi pas carrément l'enlever. Et en fait, ça nous a semblé important de rappeler en quoi ce process avec la carte logée, en fait, il apporte de la valeur sur l'ensemble de la chaîne du business travel, depuis le moment du paiement jusqu'au moment après, derrière, du paiement du fournisseur, etc. Et qu'en fait, quand on oublie ces éléments-là, on a tendance à voir ça comme un fournisseur et un intermédiaire lambda qu'on essaie de mettre dans un process qui finalement peut générer beaucoup de pertes de valeur. Donc, un point qui nous a semblé important, au-delà aussi de l'explication de la réforme, c'était de rappeler un peu succinctement, quand on est dans un process de carte logée, pourquoi on l'a mis en place au départ. Et c'est pas uniquement pour simplifier la facturation ou la comptabilisation. Donc, Aude, la parole est à toi. Pour rappeler rapidement, voilà, au-delà du paiement, quel est le plus pour l'entreprise? En tout cas, ouais, merci beaucoup Amélie. L'idée en fait de la carte logée, c'est vraiment un process qui est extrêmement spécifique, puisque c'est un processus carte logée, on peut appeler ça aussi la carte d'achat de niveau 3. C'est un processus qui est extrêmement particulier sur le marché du business travel. Effectivement, si je peux te couper, d'ailleurs, souvent quand on discute même avec la finance, beaucoup ne savent pas ce que c'est qu'une carte logée. Et ça nous est arrivé dans de nombreux projets où la première étape, c'est d'aller expliquer ce que c'est qu'une carte logée et le fonctionnement. Donc, c'est quelque chose qui est souvent très méconnu dans l'entreprise, ce qui pose problème dans ce genre de discussion. Tu as tout à fait raison. Et en fait, la carte logée aujourd'hui, elle s'intègre complètement dans le processus, ce qu'on appelle procure to pay, donc de la commande, donc de la réservation de votre voyage jusqu'à la facturation et l'intégration dans les outils comptables et le paiement. Donc vraiment, c'est toute cette chaîne, et c'est là où effectivement ça va apporter énormément de valeur. La première valeur, effectivement, c'est de dire aujourd'hui, avec la carte logée, vous allez apporter une vraie uniformité dans les processus, que ce soit à la fois pour avoir un process unique sur la partie paiement, c'est-à-dire que finalement le fournisseur voyage que vous allez avoir, vous allez pouvoir le payer de la même manière avec cette solution, que ce soit effectivement de l'aérien, du train, du déplacement, de l'hôtel. Voilà, c'est vraiment de pouvoir uniformiser le paiement de vos fournisseurs, qu'il soit effectivement basé en France, donc comme vous disiez, puisque cette réforme aujourd'hui, elle touche effectivement des fournisseurs français, mais aussi des fournisseurs qui peuvent être à l'étranger, que ce soit des compagnies aériennes à l'étranger, que ce soit des loueurs courte durée à l'étranger. Donc, c'est vraiment d'apporter une uniformité dans le paiement. Et ça, c'est un point qui est vraiment clé. Et aussi derrière, dans un deuxième temps, une uniformité dans la gestion comptable. Donc, effectivement, de pouvoir se dire, peu importe le fournisseur que j'ai aujourd'hui, qui peut être multiple aujourd'hui sur la partie voyage, je vais uniformiser mon processus. Et donc, bien sûr, quand on dit uniformisation, on dit effectivement apport de productivité et donc d'économie, bien évidemment, parce que ces processus-là, ils sont déjà... Parce que effectivement, on est très mature sur la dernière partie business travel, on va pouvoir complètement dématérialiser tout le processus et donc, bien évidemment, apporter des vraies économies dans la gestion et des économies d'échelle. Moins de risque d'erreur aussi, ça c'est complètement. Un élément clé. Et au-delà de ça, c'est d'avoir cette visibilité. C'est-à-dire que aujourd'hui, d'avoir une uniformité, ça permet aussi d'avoir de la visibilité et donc de beaucoup mieux piloter sa dépense. Et ça, c'est clé. Effectivement, comme tu le disais, Amélie,
l'intérêt de la carte n'est pas que dans le paiement, et c'est aussi de permettre aux fonctions achats, finalement, d'avoir cette visibilité globale de la dépense et donc derrière de pouvoir aussi finalement générer des économies parce qu'elles vont avoir les informations liées à la dépense et donc pouvoir potentiellement, pourquoi pas, négocier différemment avec ses fournisseurs. L'autre point clé, je pense qu'il faut vraiment aussi avoir en tête, c'est la sécurité. Aujourd'hui, avoir un moyen de paiement sécurisé comme la carte logée, c'est aussi un point qui est clé. On sait aujourd'hui, et vous êtes tous dans les actualités, tous les sujets de fraude, fraude au virement, fraude au trésorier, etc. Aujourd'hui, sur les parties paiement, en fait, la carte logée apporte aussi pour les fonctions trésorerie, une vraie sécurité dans les moyens de paiement et surtout d'avoir une conformité dans la donnée et une vraie conformité aussi. Ça, c'est clé aussi. C'est de se dire, en fait, le fait d'apporter à la chaîne de valeur une intégration, une visibilité, c'est aussi apporter de la conformité et vos fonctions finances sont très friands de ce sujet de la conformité. Et le dernier point, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi dans cette chaîne de valeur du travel, le voyageur qui aujourd'hui est un des acteurs majeurs dans le déplacement. C'est pour lui qu'on travaille tous aussi en bout de chaîne et de lui favoriser effectivement son déplacement, lui éviter de devoir à payer la prestation, lui simplifier aussi la note de frais, de pas augmenter le nombre de notes de frais à réaliser, pas d'avance de frais effectivement aussi, et lui apporter aussi quelque part de la sécurité parce qu'il va s'intégrer du fait qu'il y a un paiement centralisé par l'entreprise, il va s'intégrer dans le processus qui a été proposé par l'entreprise et donc vraiment ça va apporter de la valeur globalement à tous les acteurs de l'entreprise. Et en fait, là où je rejoins un petit peu Dominique, c'est de se dire que finalement, on est dans un mode de fonctionnement très optimisé grâce à cette carte logée. Et est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la DGFiP que tu évoquais va tout remettre en question? Eh bien, en fait, globalement, non, on le verra tout à l'heure, c'est que l'État, finalement, s'est appuyé sur ce qui existait déjà, qui fonctionnait déjà, donc a mis en place une réforme de manière tout à fait intelligente. Et on verra tout à l'heure, je fais un petit peu de suspense, que finalement, le cas de la carte logée a quand même été prévu. Et donc, effectivement, la carte logée, elle a un intérêt, effectivement, pour les entreprises, mais pas que. Elle a aussi un intérêt pour le prestataire voyage. Et donc là, peut-être, je vais laisser la parole à Judith qui va nous expliquer l'intérêt, effectivement, pour le prestataire voyage d'avoir un paiement par carte logée. Oui, merci Aude. Écoutez, effectivement, ce que les chiffres parlent d'eux-mêmes, vous voyez côté CWT, puisque là encore, on a déjà bien anticipé depuis plusieurs années, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un volume de clients encarté à 91%. Donc, c'est énorme, surtout pour un pays européen. Les États-Unis sont dans d'autres conditions parce qu'ils sont habitués à la carte corpo depuis des années. Et du coup, il nous reste 2% de clients en prélèvement et 7% en virement. Et on a des actions actuellement pour mettre nos clients donc sous forme de carte logée ou carte corporate, puisque vous avez pu voir tous les avantages pour les clients qui sont de plus importants en fonction là de l'évolution du marché, puisqu'on voit que le marché aussi, avec les low cost et les hôtels, j'en parlerai, du coup, incite aussi les clients à passer en carte, puisque tous les moyens de paiement ne sont pas acceptés. Alors, pour les avantages pour l'agence, ils sont concrets et directs et ils sont d'autant plus importants que le marché a beaucoup évolué depuis le Covid, que l'inflation est là et que tous les fournisseurs en ont profité aussi pour réduire leur délai de paiement. Donc, nous, c'est d'autant plus important, si on veut bien servir nos clients, de pouvoir avoir de pouvoir être payé en temps et en heure par nos clients, puisque notre rôle n'est pas entre guillemets donc une banque, mais de pouvoir faire la prestation et de délivrer les prestations voyage d'affaires. Donc le premier avantage pour l'agence, du coup, c'est diminution du coût lié au recouvrement, puisque c'est déplacé effectivement chez les prestataires cartes et un vrai gain de productivité pour nos conseillers voyage. Quand ils font des réservations low cost notamment ou hôtel, puisque là, on n'a pas besoin d'avoir un numéro CVV en place. Et donc, du coup, c'est facilité. Sécurité, du coup. Exactement. On en revient, Aude, tu as raison, à tout ce qui est sécurité. Et puis, le deuxième point, c'est tout ce qui est pilotage. Donc, en fait, il y a des gains de trésorerie donc qui sont effectifs pour CWT et pour les agences, étant donné que, en fait, on est payé effectivement
en amont par les prestataires cartes, alors que nos clients, effectivement, avaient des délais de règlement avant, M+15, M+30, ce qui maintenant n'est plus tenable, étant donné que les fournisseurs ont tous réduit de façon drastique leur délai de paiement à entre 2 et 8 fois par mois. Donc, c'est un vrai challenge aujourd'hui pour toutes les agences de voyage. Et enfin, ça permet, comme on le disait, de pouvoir réduire les frais induits par l'avance de paiement. Donc, double bénéfice, comme disait Aude, un pour la partie pour les clients et l'autre partie pour les agences. Ça, je pense que pour la démat, le process. Ce qui est important à préciser aussi, c'est que tout ce qui va être de l'amélioration de productivité, de pilotage, etc., pour la TMC, forcément, derrière, va lui permettre d'être plus compétitive et d'offrir aussi un service plus adapté. Parce que, comme tu l'évoquais, vous n'êtes pas une banque. Donc, quand on est sur une agence qui doit déployer des efforts, des investissements à plein de niveaux différents, on a plutôt envie qu'elle se focalise sur la qualité de service, sur tout ce qui va concerner la réservation pour apporter le bon niveau de service, plutôt que dans les frais de recouvrement, etc. Et donc ça, in fine, par ricochet, ça a un impact sur ce que l'agence de voyage peut vous proposer en termes de propositions compétitives entre le service qui est apporté et le coût qui peut être associé. Oui, comme tu le disais aussi sur l'innovation, puisque du coup, l'argent qu'on n'a pas en recouvrement, ça nous permet aussi d'investir. Et donc, c'est vrai que chez CWT, on investit essentiellement sur notre app MyCWT qui permet d'avoir son profil, ses informations avant, pendant, après le voyage, et puis toute la réservation en ligne, de pouvoir appeler l'agence avec le click to call, et d'avoir le chat. Donc, c'est très complet. Donc, c'est l'avenir pour nous. D'une agence de voyage, mais il faut se dire qu'aujourd'hui, le modèle économique des agences, surtout si l'agence est plus petite, fait qu'elle ne peut pas se permettre d'être au maximum, en fait, si on exige d'elle, justement, d'avancer aussi de la trésorerie, d'innover, etc. Et donc, si des choix doivent être faits, vaut mieux essayer de faciliter la tâche de l'agence pour pouvoir qu'elle puisse s'orienter vers le bon système. Alors, ensuite, on a un autre point qui est important. Après, je pourrais regarder sur la question qui vient d'être posée. Un point qui est important, c'est que du coup, suite à tout ce qui a été mis en place côté agence, à tout ce qui existe côté client, la question qui se pose, c'est OK, qu'est-ce que ça change pour moi, en fait, maintenant dans mon process, entre le moment où je récupère, quel que soit le moyen, la facture, jusqu'au moment où je comptabilise et je rembourse soit la carte logée, soit le fournisseur en fonction des cas de figure. Alors, il y a un point qui est évoqué Aude tout à l'heure, c'est que la réforme, elle a été bien faite. Il y a quand même tout un ensemble de cas d'usage qui a été identifié, qui est basé sur la réalité, une trentaine, hein, donc c'est pas rien. Et tout le process d'achat avec la carte logée, il est bien décrit comme un cas d'usage, hein, c'est le cas numéro 7. Le seul petit hic, c'est que quand on regarde dans le détail, c'est très détaillé et ça explique bien tout ce qui concerne le process d'envoi et de réception de la facture, mais ça traite très peu tout ce qui se passe après. Et finalement, en fait, les gains de process et les questions que le client se pose, c'est justement sur le après. Et donc là, en fait, on ne va pas faire du teasing pendant trop longtemps. On n'a pas les réponses sur tout, notamment parce que même l'administration n'a aujourd'hui pas de réponse sur tout, sur le process carte logée, entre le moment où on va récupérer la facture et tout ce qui va se passer derrière. Et où tu évoquais en préparation du webinaire qu'il y a même des discussions en cours avec l'administration pour clarifier ces cas-là, en fait. Effectivement, donc effectivement, la DGFiP a bien identifié qu'il y avait un vrai gain d'utilisation de la carte logée dans le processus. Et donc là, la question, et c'est ce que disait Dominique, c'est comment on va s'appuyer sur le relevé de l'émetteur de la carte, donc dans le relevé R+, par exemple, à la fois pour procéder au paiement et derrière réfléchir à comment on va optimiser cette intégration comptable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en s'appuyant aussi sur la piste d'audit fiable, c'est ce que tu disais, qui est déjà quelque chose qui existe aujourd'hui. Et donc, c'est toutes ces réflexions qu'il va falloir encore mener avec la DGFiP pour se dire quel va être le processus cible, effectivement, qui est aujourd'hui l'émission et la réception de la facture, mais au-delà, quel va être le process optimisé pour pouvoir intégrer aussi comptablement et continuer à intégrer comptablement. On sait qu'aujourd'hui, en fait, on a dans les entreprises différents types de gestion, et c'est ce qu'on le sait, beaucoup de modes de gestion, et ça va continuer. Ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête, c'est que
les cas d'usage sont multiples. La réforme prévoit un certain nombre de spécificités en fonction de tous ces cas d'usage, mais elle les prévoit pas tous. Et aujourd'hui, en fait, quand les entreprises commencent à se poser des questions effectivement sur l'état des lieux, eh bien, il y a pratiquement autant de processus que de cas d'usage. Et c'est là où il va falloir vraiment réfléchir à comment on va profiter de l'organisation qu'on a aujourd'hui et comment on va la mettre en place demain dans le cadre de cette réforme qui va contraindre quelque part, mais pas tant que ça, parce que comme le disait Dominique, et vous l'avez bien vu dans sa présentation, il n'y a pas grand-chose qui change en fait. C'est la seule chose qui va vraiment changer, c'est la formalisation du tuyau d'envoi, je vais faire ça un peu mécaniquement, du tuyau d'envoi de la facture. Pour le reste, en fait, pour la mise en application, il va falloir encore qu'on dégrossisse le sujet et qu'on s'assure qu'il y a bien une conformité pour la DGFiP dans le processus avec la carte G. Exactement. Et donc, si je pense qu'on peut répondre en partie à la question de Biran qui nous demande à quel changement devons-nous nous attendre concrètement sur l'intégration des relais de factures Ventia dans l'OBT et sur le process actuel de récupérer les factures Carlson dans le portail Carlson. Alors, typiquement, là, on est sur un cas de figure en termes de process qui est pas forcément le même chez tous les clients. Moi, de ce que je comprends, c'est que du coup, il y a pas forcément un process avec une carte logée dans ce cas-là. Si l'information arrive de Ventia, c'est que c'est directement un flux de facturation dématérialisé. Donc, ça veut dire que concrètement, vu que le fait de le faire passer dans l'OBT, c'est une façon de contrôler par rapport à une commande, cette partie de process ne devrait pas être impactée. D'ailleurs, quand on demande sur le marché aujourd'hui, les OBT ne se sentent pas du tout concernés à date de tous ces changements autour de la dématérialisation des factures. Et pourtant, ils sont parfois un élément de la chaîne, hein, comme ça semble être le cas pour vous. Et la récupération des factures Carlson dans le portail Carlson, bah ça, pour le coup, ça peut changer une fois que Carlson met en place le... Donc, la récupération, effectivement, soit elle se fait, peut-être je vais laisser Dominique répondre, mais effectivement, soit elle va se faire directement par l'envoi par le PPF, donc directement on va venir chercher dans le PPF, soit effectivement il y aura un lien direct entre Carlson et le client via les PDP. Alors j'en ai pas parlé, mais tout ça se base sur l'utilisation d'un annuaire qui est mis à jour à partir des informations de l'acheteur. Alors les PDP sont habilités à mettre à jour les annuaires pour le compte des acheteurs, et en gros l'annuaire va nous dire à nous Ventia, tu dois envoyer la facture à un autre PDP qui éventuellement peut être Ventia. Mais voilà le rôle de l'annuaire. Et le deuxième rôle de l'annuaire va nous dire éventuellement pour d'autres clients, tu dois envoyer la facture sur le PPF. Ce qu'il va falloir faire, indépendamment de votre cas de figure, du cas de figure que vous déclinez, c'est ce que disait Aude tout à l'heure, ce qu'il va falloir faire, c'est identifier quelles sont toutes les étapes de la chaîne pour pouvoir voir du côté à la fois fournisseur où est-ce que ça en est, et est-ce que du coup ce qui est mis en place, à quelle date ça le sera et sous quel format, etc., pour bien comprendre l'intégralité. Et puis en interne, de regarder quelles sont les différentes étapes et de séparer quelle est l'étape vraiment de comptabilisation de la dépense de la pièce comptable dans l'ERP, à quelle étape ça se fait et comment se fait le contrôle de la facture, parce qu'ils sont deux étapes différentes. Typiquement, ce que vous détaillez dans le fait d'intégrer des factures dans l'OBT, c'est que l'OBT a un module de contrôle de facture pour le rapprocher de la réservation. Donc, de vérifier que ce qui est demandé en paiement est bien quelque chose que vous avez commandé. Cette étape-là, en théorie, ne devrait pas bouger. Il n'y a pas de raison, en fait, d'être impacté sur la réforme, par la réforme sur cette étape-là. Mais ça va être très important de cartographier au niveau de l'entreprise quelles sont toutes les différentes étapes du flux et est-ce qu'on parle d'une étape de contrôle, une étape de paiement, une étape de comptabilisation, qui sont des choses qui vont être différentes et qui vont avoir des conséquences différentes avec la réforme. Le stockage de la facture aussi. Le stockage de la facture aussi, exactement. Ce qu'on peut dire, raison pour laquelle, du coup, chez CWT, on a mis en place, on avait déjà une équipe qui s'occupait de toute la dématérialisation, mais c'est vrai que là, on va évidemment, en plus des pilotes, donc accompagner tous nos clients sur cette nouvelle réglementation et répondre à leurs questions. Et voilà, donc notre équipe déploie en ce moment les clients en facture papier, mais travaille déjà avec des PME clientes et des grands comptes aussi sur l'année prochaine. Donc, bien sûr, on répondra à toutes vos questions et via votre cliente exécutive.
Ce qu'il faut se dire, c'est que quand l'entreprise a décidé de mettre en place la carte logée, et quel que soit le flux et les étapes qu'elle a pu choisir derrière, elle a fait une espèce d'analyse de risque et de gain, forcément. Surtout quand il a fallu expliquer ce que c'était que la carte logée aux services financiers. Donc forcément, à cette étape-là, vous avez fait des choix. Vous avez fait des choix pour comptabiliser de façon plus ou moins fluide, pour contrôler de façon plus ou moins fluide, pour payer de façon plus ou moins fluide. Et vous avez choisi ce qui vous a semblé le meilleur équilibre pour aller être productif, apporter le service aux voyageurs, etc. et avoir une comptabilisation qui soit la plus simple possible. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, dès que les éléments vont pouvoir être un petit peu plus clarifiés sur ce cas d'usage, il va falloir se remettre dans exactement le même type de démarche et de regarder qu'est-ce qui existe aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporte comme gain, voire juste après, on va voir aussi qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour pouvoir faire des choix et décider ensuite si vous devez faire des changements ou pas par rapport à ce que vous avez mis en place. Sachant qu'il y a aussi on a eu pas mal de clients chez qui on a redéployé des solutions derrière, où on s'est rendu compte que les choix qui avaient été faits à l'époque avaient une très forte méconnaissance en fait du champ des possibles qu'il y aurait pu avoir en fait sur les flux de facturation et qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Donc, je pense qu'il faut aussi réussir à se dire dans ces étapes-là qu'il faut réussir à transformer cette contrainte réglementaire en une opportunité, parce qu'on voit chez nos clients que quels que soient les choix qui ont été faits, il y a moyen d'aller chercher beaucoup plus souvent que ce qui a été mis en place. Donc, reclarifier avec les sachants dans l'entreprise quels sont les process, quelles sont les étapes, ça c'est quelque chose qui est important. Souvent, on s'est rendu compte qu'à passer les phases d'implémentation, il n'y a plus de sachants souvent sur ces sujets-là dans l'entreprise. Ce qui fait que quand l'entreprise lance un gros sujet, dématérialisation des factures fournisseurs globales, en fait, il n'y a plus personne en fait qui est capable d'expliquer ce qui avait été mis en place et pourquoi. Et qui a une bonne vision et qui a une bonne vision complète en fait du process, au-delà de la partie purement facture. Donc, c'est important de redescendre vraiment toutes ces étapes-là. Et puis, un point que tu avais évoqué aussi, Judith, sur la partie qualité des données. Si tu veux détailler, ça, je pense que on était d'accord que c'était quelque chose de très important à recadrer. Quitte à devoir retravailler ce process, autant regarder cette partie-là. Exactement. Ce qui est sûr, c'est que là, avec nos clients, donc du coup, il y en a beaucoup qui sont venus vers nous déjà depuis le mois de décembre en disant, voilà, qu'est-ce que cette réforme, qu'est-ce qu'elle va impliquer? Donc, on y répond aujourd'hui. Mais aussi, qu'est-ce que je dois faire chez moi pour du coup améliorer la qualité de données, puisque dans tous les problèmes de facturation que nous avons, il y a plus de 95% qui sont liés en fait à la qualité de données des clients, puisque en fait vous avez c'est la vie d'entreprise, vous avez un collaborateur qui peut passer d'une entité A à l'entité B, donc si l'agence ne le sait pas, elle reste facturée sur l'entité A, donc du coup on nous dit erreur de facture, ce qui peut amener à des litiges, alors qu'en fait c'est simplement un souci de facturation. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec nos clients et là on travaille énormément sur la mise en place de HRFeed, donc c'est le fait de fournir un fichier avec toutes les données à l'agence de façon soit mensuelle, soit hebdomadaire, soit journalière. Et donc du coup, c'est-à-dire qu'en permanence, c'est synchronisé dans la base profil voyageur et ça permet d'avoir les données tout le temps à jour. Donc ça garantit déjà la qualité de la donnée et donc la qualité de la facturation et donc de rapidité de paiement chez vous. Le deuxième point aussi, c'est que les clients disent, bah voilà, moi je passe trop de temps à pointer mes factures, facture par facture. Donc là, il y a tout ce qui est mis en place d'EDI. On parlait de l'EDI structuré tout à l'heure aussi, mais ça passe par une optimisation des process. Donc beaucoup de clients se sont dit, bon ben voilà, c'est l'occasion aussi pour nous, là depuis janvier, on a des clients qui ont réduit leur nombre de facturations et leur nombre de cartes logées aussi. Le dernier client en date, il avait plus de 130 comptes, aujourd'hui il en a 5. Ouais, donc tout ça, ça permet vraiment de pouvoir, dans le futur, récupérer de façon plus rapide la TVA et d'avoir des factures fournisseurs qui soient justes, avec une intégration et un règlement qui sont beaucoup plus rapides. Donc et ça, là, c'est le moyen sur lesquels je te rejoins, Judith, sur ce point, qui je pense que la réforme aussi, et tu le disais en introduction, Dominique, c'est aussi de la transparence. Et donc, je pense que cette nouvelle réforme va pousser l'ensemble des fournisseurs, en fait, à s'assurer de la qualité de la facture. Et pour ça, et globalement, c'est que tout l'écosystème fasse qu'on soit quand même dans une qualité de données qui soit beaucoup plus importante qu'aujourd'hui et plus automatisée. On va pas pouvoir non plus, alors même si le cas est prévu, mais faire 15 allers-retours dans les factures, et j'ai mis une facture, et j'ai mis un avoir, et j'ai mis une facture, et j'ai mis un avoir. Autant vous dire que derrière, il va y avoir quand même beaucoup de contrôle aussi d'administration. Donc ça va obliger effectivement l'ensemble des entreprises à émettre des factures beaucoup
plus qualitative. Et ça va aussi pousser les entreprises à devoir payer en temps. Et ça, comme je le disais, il va y avoir des contrôles aussi sur le statut du paiement de la facture. Donc, de mettre en place aussi un moyen de paiement qui va fluidifier globalement tout ce processus-là, c'est quelque chose qui va être clé. Donc, à la fois de la qualité de la donnée de facturation et de la fluidité dans le paiement. Et c'est justement des étapes sur lesquelles les entreprises, même si on est sur des échéances 2026, peuvent commencer à regarder maintenant. Parce que quand on évoque la partie qualité des données, d'expérience, la problématique, elle est clairement côté client. C'est-à-dire que la part de cas de figure où il y a des erreurs de saisie, des problématiques côté agence est souvent mineure. La problématique, elle est en amont sur est-ce que j'ai bien les bonnes données qui transitent, est-ce qu'elles sont mises à jour automatiquement, est-ce que c'est des données qui devraient être justement stockées dans mon OBT, enfin comment je m'assure que la donnée est consistante tout au long de la chaîne. Et comme tu disais, c'est des choses qui vont être clés pour la suite, et c'est des sujets sur lesquels ça peut prendre un petit peu de temps en interne en fait de commencer à les investiguer et à les anticiper. Et c'est quelque chose que les entreprises peuvent commencer à faire dès maintenant. Il faut cartographier, c'est ce que tu disais. Il faut bien analyser l'ensemble de la chaîne. Je reviens sur un autre point aussi que tu évoquais sur les délais de paiement, parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup évoqué aujourd'hui quand on échange avec la finance. Un des avantages aussi du coup de la carte logée, c'est que votre fournisseur est l'agence de voyage et reste l'agence de voyage. Et donc, le scoring de paiement de votre agence de voyage est très bon, puisque l'agence de voyage, elle est payée tout de suite. Il n'y a pas du tout de délai de paiement. Donc, en fait, en termes d'indicateurs, un des avantages de la carte logée, c'est aussi justement de ne pas dégrader le scoring des délais de paiement fournisseurs. Et ça, malheureusement, il y a certaines entreprises où, pour plein de raisons d'organisation interne, ça reste quand même très, très stratégique à améliorer. Donc, quand on a des volumes de voyage importants, ça peut tout de suite avoir un impact assez fort. Donc, si on doit… Je pense qu'il y a quand même un dernier point qui est l'optimisation de la gestion de la base fournisseur et on l'évoquait tout à l'heure. Un point qui va être clé et qui va obliger en fait aujourd'hui les clients. Donc, j'imagine que vous avez peut-être, vous interlocuteurs, avez ce nouveau sujet qui vous occupe tous. Donc, nous, on a le KYC, donc Know Your Customer. Mais vous, de votre côté, en tant que client, vous avez le KYS, Know Your Supplier. Et aujourd'hui, en fait, cette responsabilité, cette obligation, en fait, de conformité, elle va être de plus en plus poussée, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Et donc, justement, pour pouvoir créer cet annuaire qu'évoquait Dominique, il va falloir que dans votre base, en fait, fournisseur, vous ayez, vous, en tant que client, toutes les informations liées aux fournisseurs. Et donc, ça va être vraiment un gros travail de cartographie de ces fournisseurs. Et bien évidemment, de le simplifier aussi avec une chaîne qui va être automatisée. Donc, il y a aussi un gros travail et donc, il va y avoir toutes ces informations de sirènes, d'adresses, d'éléments d'information à pousser qui vont être clés aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un gros travail de KYS et c'est pour ça que l'anticipation, elle est clé. C'est-à-dire que c'est pas effectivement à la dernière minute que ce travail de base de données doit être fait. Donc, il y a aussi un gros travail en amont à réaliser sur cette base. L'impact que vous pourriez avoir, c'est que le jour où il y a un gros projet d'EMAT qui englobe toutes les factures de l'entreprise, s'il n'y a pas une bonne connaissance de ces spécificités du business travel et cette cartographie qui a été faite en amont, il peut y avoir des choix qui sont faits qui vont être dans la standardisation à tout prix et qui peuvent pour le coup avoir des gros impacts opérationnels derrière et se chiffrer en charge de travail assez conséquente. Donc d'où l'importance d'anticiper. Je rebondis avant qu'on conclue ce webinaire sur la dernière question qui concerne les factures à valeur probante concernant la note de frais. Donc, on a fait le choix de ne pas en parler cette fois-ci parce qu'en fait, c'est un sujet à part entière, sachant que c'est des factures, mais sans être vraiment des factures, parce que c'est aussi il y en a, c'est juste des justificatifs, donc on ne considère pas ça comme une facture en tant que telle. Donc, avec plein de cas de figure qui sont encore différents. Donc, on s'est dit que ça méritait soit un webinaire spécifique ou une communication, un livre blanc, quelque chose spécifiquement là-dessus, parce que ça ne rentre pas à date complètement dans le cadre de la réforme. Si on est dans le cadre d'une facturation, oui, ça va rentrer dans le cadre de la réforme, mais sur un autre type de plateforme. Mais l'impact opérationnel pour l'entreprise est complètement différent. Donc, ça nous a semblé important de pas mélanger les deux sujets. Donc là, on était vraiment sur tout ce qui est facturation centralisée pour l'entreprise, principalement via la carte logée. Et je peux peut-être répondre à la question d'avant sur le FactureX. Oui, donc les PDP sont libres d'utiliser pour échanger des factures entre elles n'importe quel format. S'il y a des choses qui sont déjà en place qui utilisent d'autres formats que FactureX, il n'y a pas d'obligation de tout casser pour basculer sur les nouveaux formats.
Par contre, les PDP n'ont pas le droit de refuser les formats qui sont baptisés format du socle. Donc, c'est 3 formats dans lesquels FactureX fait partie. Donc, de toute façon, si vous voulez recevoir des factures au format FactureX via un PDP, le PDP ne peut pas refuser de les recevoir via ce format. Donc, la réponse est oui, mais si vous utilisez d'autres formats, vous pouvez continuer à les utiliser comme auparavant. Je vous remercie de votre participation. Si vous avez d'autres questions après le webinaire, n'hésitez pas à nous contacter. Ou si vous n'avez pas pu regarder l'intégralité, à regarder le replay aussi qui sera disponible prochainement et sur lequel on communiquera. Et puis, on vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci. Merci. Bonne journée à tous, merci. Bonne journée, merci.